Nous allons revenir dans une région du monde où il fait en ce moment à peu près 40 degrés. Et j'espère que ça vous réchauffera. Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à examiner la façon dont les wayuu de la Guajira colombienne et vénézuélienne combinent un régime animiste et un régime totémique. J'avais d'abord souligné le caractère exceptionnel des wayuu au regard des autres Amérindiens des basses terres tropicales de l'Amérique du Sud. Ils sont beaucoup plus nombreux que les autres groupes ethniques indigènes de la région, enclavés dans une péninsule désertique où ils ont mené une existence relativement autonome pendant plusieurs siècles et ayant adopté l'élevage extensif très tôt après l'arrivée des Espagnols, et ils l'ont développé au point d'en faire l'axe central de leur vie sociale, à la manière de ce que l'on a appelé le cattle complex dans les sociétés d'Afrique de l'Est. Autre exception qui caractérise les wayuu, c'est le régime d'échange qu'ils pratiquent, qui est fondé sur l'hétérosubstitution, c'est-à-dire sur l'interchangeabilité des personnes humaines et des richesses, une anomalie en Amérique du Sud, où, à l'exception des Mapuches du Chili et d'Argentine, qui adoptèrent eux aussi très tôt l'élevage extensif, donc un système dans lequel seule une vie humaine peut être échangée contre une autre vie humaine, qui est la norme partout en Amérique du Sud, sauf précisément chez les wayuu et chez les Mapuches. Et décrivant le système des clans matrilinéaires wayuu, j'avais commencé à montrer en quoi l'identification profonde entre les matrilignages et leurs troupeaux exprimés en termes de consubstantialité, c'est-à-dire que la chair des bovins est réputée identique à celle des humains, offrait un début d'explication à cette substituabilité des humains par les bovins. J'ai montré aussi en quoi cette consubstantialité rajoutait une dimension supplémentaire à différentes caractéristiques du système segmentaire wayuu qui le rapproche beaucoup du totémisme australien. Donc je rappelle la bibliographie. Je ne l'ai pas encore mis sur le site, je m'en excuse. Je le ferai dès demain pour que vous ayez accès à tous les documents dont je me suis servi au cours des cours précédents. Donc je rappelle ces similitudes sur lesquelles j'avais conclu la leçon précédente. De la même façon qu'en Australie, un prototype émerge de la Terre au temps du rêve qui donne origine à la classe totémique. Chez les wayuu, c'est une aïeule qui émerge de la Terre il y a 3 ou 4 générations et qui donne origine à un matrilignage localisé. De même qu'en Australie, des groupes totémiques nommés englobent des humains et des non-humains partageant les mêmes qualités physiques et morales. Chez les wayuu, les clans sont nommés à partir d'une caractéristique comportementale que les humains du clan et les animaux éponymes sont réputés partager. Enfin, de même qu'en Australie, le nom du groupe totémique est souvent un nom de qualité servant à nommer l'animal éponyme, chez les wayuu, le nom du clan est dérivé de la caractéristique comportementale de ses membres. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, je voudrais examiner le versant animiste du collectif wayuu, c'est-à-dire, au premier chef, les rapports de prédation mutuelle entre les humains et les esprits maîtres des animaux sauvages, mais aussi les rapports ambigus que ces esprits entretiennent avec les animaux domestiques et donc avec le versant totémique du monde wayuu. Je l'ai dit lors de la dernière leçon, la chasse a quasiment disparu chez les wayuu faute de gibier,
Et pourtant, une métapersonne de sexe féminin, Pulowi, joue un rôle très important dans les relations que les Wayuu entretiennent avec le monde animal. Pulowi, ça s'écrit P-U-L-O-W-I, c'est un personnage qui va revenir et qui est très important dans cette analyse. Pulowi, c'est la maîtresse de tous les animaux, sauvages comme domestiques. Elle veille sur eux, elle se venge sur les hommes des mauvais traitements qu'ils font subir à ses sujets. Elle est la femme d'un autre personnage qui s'appelle Huya, J-U-Y-A, une autre métapersonne bénéfique qui veille sur les chasseurs. Et en dépit de la relation de conjugalité qui unit Pulowi et Huya, ces deux êtres synthétisent une série de principes et de valeurs opposées dans un système extrêmement dualiste. Il faut donc s'arrêter un moment sur les attributs de ces deux personnages. Les Wayuu désignent par le nom de Pulowi des lieux d'abord, des lieux qui sont Pulowi, qu'ils considèrent comme dangereux, dont ils évitent de s'approcher pour ne pas y disparaître à jamais ou pour ne pas tomber gravement malade, car les Pulowi, les lieux Pulowi, sont censés avaler les êtres humains ou leurs animaux domestiques. Et dans les environs de ces sites peuvent apparaître des êtres hors du commun, des humains ou des animaux aux desseins malveillants. Les sites Pulowi sont généralement situés sur de petites éminences ou dans des zones d'épaisse végétation, et ils sont parfois censés être la source de bruits, de sifflements paraissant émaner d'innombrables animaux. Très nombreux et régulièrement disposés ou répartis sur toute la Guajira, ces sites Pulowi se trouvent toujours en lisière des zones humanisées, dans des lieux donc où les hommes et les animaux domestiques peuvent accéder avec une relative facilité. Pulowi désigne, outre ces sites, l'être mythique féminin, ou l'être, on a toujours tendance à utiliser le terme mythique à l'ancienne, en tout cas cette métapersonne de sexe féminin qui est l'époux de Huya, qui est la maîtresse des animaux, et dont j'examinerai un peu plus loin les attributs plus en détail. Enfin, le mot Pulowi est utilisé comme épithète, il est employé pour qualifier un phénomène ou un être qui représente ou qui porte en lui le principe Pulowi et qui sert d'émissaire ou de représentant au principe Pulowi. Huya, qui est l'autre métapersonne dont j'avais parlé tout à l'heure, en Wayuu, Huya, ça désigne d'abord la pluie. Et dans un sens plus restrictif, le terme Huya désigne la grande saison humide, les pluies d'octobre. Dans un sens encore plus étroit, Huya désigne parmi les pluies de la grande saison humide celles qui sont associées à l'étoile Arcturus. Et Huya désigne donc l'année, puisque l'année est définie chez les Wayuu comme égale à la période d'un cycle stellaire, et une année nouvelle commence lorsque Arcturus devient invisible. Enfin, Huya est le nom donné à la métapersonne de sexe masculin, époux de Pulowi, qui est avant tout considéré par les Wayuu comme le maître de la pluie. Examinons un peu en détail les attributs de ce personnage de Pulowi. Pulowi, c'est une incarnation emblématique et dangereuse de la féminité. Elle manifeste au plus haut point ses pouvoirs obscurs que les hommes Wayuu prêtent aux femmes réelles. Je rappelle que c'est une société matrilinéaire. Elle enlève les hommes, souvent des chasseurs ou des pêcheurs, qui sont trop adroits ou qui sont excessifs dans leur succès, c'est-à-dire en définitive qui sont trop virils, trop masculins, trop excessifs.
Elle les entraîne alors dans son monde souterrain pour les posséder totalement, en les excluant pour toujours du monde des vivants. L'accès à ce monde souterrain de Pulowi se fait par les sites Pulowi. Ceux-ci sont parfaitement localisés par les Wayuu et chaque zone occupée par les humains, comme je dis, en compte plusieurs à la périphérie. Il existe également des lieux Pulowi dans la mer. Et ces lieux sont nécessairement moins bien localisés que les Pulowi de terre et ils ne sont généralement pas nommés. Donc il ne fait pas de doute pour les Wayuu que Pulowi existe dans chacun des lieux Pulowi et qu'elle peut s'y rendre présente en tout temps. Pulowi se manifeste essentiellement aux humains par des intermédiaires, par des émissaires d'une grande diversité. Elle est souterraine, elle est mystérieuse, elle n'est pas fixée dans une forme bien définie, donc on la reconnaît essentiellement par ses effets ou par le comportement de ses substituts, ce qui est un grand classique, disons, du monde des esprits en général dans l'univers animiste. Les avatars les plus courants de Pulowi sont une jeune fille, Wayuu, habillée comme une jeune fille Wayuu, on a vu des photos lors de la dernière leçon, mais quelquefois aussi une jeune fille blanche, très attirante, au comportement provoquant vis-à-vis des hommes. Ça peut être aussi un blanc, un étranger, monté sur une mule, qui apparaît à l'improviste derrière un homme Wayuu. Et puis il y a aussi de nombreuses sortes d'êtres qui émanent de Pulowi et qui révèlent sa présence. J'en donnerai quelques-uns. L'un d'entre eux s'appelle Akalapui. Il habite l'intérieur de la terre, il a la taille de petits enfants. Ils sont en fait les Akalapui extrêmement nombreux, ils vont en bande, ils capturent les hommes solitaires qu'ils accablent sous le nombre, ils les tuent ou ils les pénètrent de leur pénis par tous les orifices. C'est une caractéristique d'ailleurs de beaucoup d'esprits vengeurs du gibier en Amazonie. Les Keralia, ils se comportent de façon comparable, à la différence qu'ils émettent de la lumière et sont de la taille d'un homme normal. Ils opèrent généralement seuls et se transforment couramment en reptiles, en boa, en crotales. Et sous cette forme, ils sodomisent les hommes. Wanesate, littéralement une jambe, est un personnage qui a l'apparence humaine mais n'est doté que d'une seule jambe, dont le pied est tourné à l'envers. Et là aussi, c'est un grand classique dans les esprits du gibier en Amérique du Sud, de marcher à l'envers, ce qui fait qu'on ne sait jamais, quand on suit une trace et qu'on voit des pieds humains, dans quelle direction va l'esprit. Et évidemment, c'est ce qui est attendu de la part de l'esprit, qui peut tromper le chasseur et l'attaquer. Ce personnage est tenu pour le frère de Pulowi, il n'attaque pas directement les hommes, il sollicite d'eux du tabac en échange de végétaux qui donnent à celui qui les absorbe une très grande agilité physique. Et c'est au cours de ces rencontres qu'il peut les attirer vers Pulowi, à qui il sert de rabatteur. Le principal et le plus dangereux de tous ces êtres qui sont des émissaires de Pulowi s'appelle Wanele. Wanele possède deux sens principaux. Employé au féminin, il désigne une maladie grave qui nécessite l'intervention d'un chaman, et employé au masculin, il désigne un être maléfique qui peut emprunter aux hommes diverses apparences, par exemple un Wayuu habillé de noir, un blanc vêtu d'habits brillants, un homme à l'allure normale mais au comportement bizarre, entièrement silencieux par exemple, ou au contraire qui émet de puissants sifflements. Pourtant, les apparences de Wanele sont souvent si proches de celles des hommes qu'elles lui permettent de ne pas être reconnu immédiatement, mais seulement a posteriori, lorsque les effets de sa rencontre commencent à se manifester. En effet, il envoie Wanele aux Wayuu des flèches invisibles qui les frappent mortellement en les blessant
ou les blessent grièvement en tout cas. Ces êtres opèrent la nuit, au crépuscule ou à l'aube. Ils attaquent de préférence ceux qui se sont éloignés de leur maison, les chasseurs qui partent ou qui reviennent, les femmes qui se rendent au puits, ceux qui voyagent la nuit pour arriver tôt au marché. Et ils sont réputés être de la même famille que Pulowi. On considère généralement que Wanele est le frère ou l'oncle maternel de Pulowi. Ça veut dire tout simplement qu'il est le représentant mâle du clan matrilinéaire de Pulowi, le substitut mobile en quelque sorte de Pulowi est l'un de ses avatars. Wanele apparaît souvent aux chasseurs abusifs ou aux chasseurs trop chanceux, et il est parfois considéré aussi comme un maître du gibier, voire comme un animal lui-même, puisque, comme on l'a vu, dans certains contextes, le terme animal, je reviendrai là-dessus, est synonyme de Wanele. Donc, le rapport avec Pulowi ne sont pas des rapports très harmonieux, comme vous pouvez le voir, et ils ont la tonalité classique des rapports avec les esprits dans le monde animiste, et notamment en Amérique du Sud. Mais c'est Pulowi elle-même qui, en dernier ressort, est la maîtresse absolue des animaux sauvages, du gibier. Elle exerce sur le gibier un immense pouvoir et peut même en prendre la forme. Elle sait par exemple utiliser les animaux comme appât pour entraîner dans son domaine les chasseurs ou les pêcheurs. Ce sont les cervidés, les tortues marines et les grandes raies qui remplissent le plus couramment ce rôle de rabatteur. Parfois aussi, Pulowi a pour émissaires de jeunes animaux sauvages qui seront adoptés et apprivoisés par les Wayuu. Autre pratique très courante dans toutes les basses terres d'Amérique du Sud, l'apprivoisement des animaux sauvages, qui sont un produit secondaire de la chasse ou du dénichage des oiseaux, qui sont autant d'animaux familiers dans les maisons. Et lorsque Pulowi prend l'apparence d'un de ces animaux sauvages devenus familiers, un pet, et qui sont apprivoisés en général par des jeunes filles, ce sont souvent des oiseaux ou des petits mammifères, il s'enfuit un jour vers un lieu Pulowi, le lieu Pulowi d'où ils émanent en général, et évidemment, les jeunes filles dont ce sont les animaux familiers les poursuivent, éplorées, et puis elles disparaissent à jamais. Pulowi exerce donc sur j'entends les jeunes filles, Pulowi ou les protecteurs de ces animaux. Pulowi exerce sur les animaux sauvages une sorte de gardiennage. Elle a vis-à-vis du gibier le même type de comportement que les Wayuu vis-à-vis de leurs animaux domestiques. Autre grand classique des maîtres du gibier, des esprits maîtres du gibier dans tout l'archipel animiste. On trouve ça en Amérique du Sud, dans le nord de l'Amérique du Nord, on trouve ça en Sibérie, on trouve ça dans toutes ces régions. En outre, Pulowi charme et subjugue les animaux, ce qui explique qu'elle peut leur faire jouer le rôle d'appât pour attirer jusqu'à elle les chasseurs. Alors Pulowi veut bien concéder aux hommes quelques têtes de son troupeau, quelques animaux qu'il chasse ou quelques poissons qu'il pêche, mais à condition que ceux-ci n'abusent pas de ce privilège qui leur est concédé. Et tous les lieux Pulowi sont considérés d'ailleurs comme étant particulièrement giboyeux, et donc ils sont à la fois extrêmement dangereux, puisque c'est le lieu où réside une manifestation de Pulowi, en même temps très tentant pour les chasseurs et pour les pêcheurs. On voit donc qu'il n'y a pas ici d'échange ou de négociation à proprement parler avec Pulowi pour obtenir du gibier, comme c'est le cas dans d'autres populations des basses terres d'Amérique du Sud, où les chasseurs déposent par exemple des offrandes de tabac ou de coca ou dans des creux d'arbres en échange des animaux chassés. Pulowi, elle, concède bien quelques animaux
aux hommes, quelques membres de son troupeau, sans contrepartie. Toutefois, l'extrême nocivité de cette maîtresse du gibier rend la chasse dangereuse en soi, puisqu'un chasseur n'est au fond jamais assuré que la proie qu'il poursuit n'est pas soit Poulowi elle-même, soit un appât qui va l'entraîner dans le territoire de Poulowi. Donc il n'y a pas d'échange ici à proprement parler avec la maîtresse des animaux, mais une menace constante de mort que celle-ci fait planer sur les hommes dès qu'ils traquent un gibier. Donc il s'agit bien d'une logique de la dette, mais sans négociation explicite. Poulowi est donc bien la maîtresse ultime des animaux, mais l'on voit qu'elle est plutôt la synthèse de manifestations diverses qu'un personnage doué d'ubiquité. D'abord, elle est dissociée entre deux sphères de contrôle, qui est la Poulowi de terre qui gouverne les animaux terrestres et la Poulowi de mer qui gouverne les animaux marins. Elle est aussi le plus souvent représentée par des intermédiaires ou des émissaires qui sont soit l'une de ces expressions, soit ses subordonnés. Ainsi en va-t-il par exemple de la maîtresse des cervidés ou de la maîtresse des tortues marines. Donc là, vous avez le tableau des rapports hiérarchiques entre Poulowi et les animaux terrestres comme marins, ou bien elle domine ce qu'on pourrait appeler des prototypes d'une espèce animale qui réunissent au plus haut degré les qualités de cette espèce. Par exemple, ce que j'appelle ici le cerf prototypique, c'est un très grand cerf d'une blancheur immaculée avec des bois gigantesques et qui est en quelque sorte le super cerf, le Ur-cerf. Ou bien c'est une tortue marine énorme, ou bien c'est une raie immense. Et à chaque fois, le but de ces animaux prototypiques est d'attirer le chasseur dans l'antre de Poulowi, parce qu'il est évidemment séduit par la taille et la beauté de ces animaux. Dans tous les cas, on trouve dans la maîtresse du gibier Wayuu, dans Poulowi, ce trait absolument constant des maîtres du gibier dans tout l'archipel animiste. Les animaux, je l'ai déjà dit, mais il faut le répéter, les animaux que les humains chassent sont pour ces maîtres des animaux familiers ou des animaux domestiques, et ce n'est donc pas impunément qu'ils peuvent être soustraits au contrôle de leurs gardiens. Et les rapports difficiles que les humains entretiennent avec les maîtres du gibier dans tout l'archipel animiste viennent de cela. On ne peut pas impunément soustraire, voler en quelque sorte, des animaux domestiques à ceux qui les possèdent et qui les contrôlent, qui sont les esprits maîtres du gibier. Et donc pour ce faire, lorsqu'ils chassent, les humains encourent 1000 dangers, notamment la vengeance des animaux de leur maître qui prend généralement la forme de maladie. Passons aux attributs maintenant de Rouya, qui est avant tout qui est l'époux de Poulowi et qui est une incarnation de la masculinité. De même que Poulowi, sa femme, est une incarnation de la féminité. Il a, au fond, poussé à l'extrême toutes les qualités qui, pour les Wayuu, caractérisent un homme véritable. C'est un grand séducteur, c'est un géniteur fabuleux, c'est aussi le plus puissant des chasseurs et des guerriers. Il possède une arme d'une force et d'une précision redoutables, disent les Wayuu. Il s'agit de la foudre. Le rapport entre Rouya et la chasse est souligné par la langue. Littéralement, lorsque on dit il y a des éclairs, c'est Rouya tire en Wayuu. Il tire avec l'éclair comme les chasseurs Wayuu tirent avec leurs flèches ou avec
maintenant leurs armes à feu. Et au même titre que les guerres interclaniques, la chasse est considérée évidemment par les Wayuu comme l'activité virile par excellence, même si, encore une fois, c'est une chasse qui maintenant est en grande partie fantasmée parce qu'il n'y a pratiquement plus de gibier. De même que Pulowi est la maîtresse du gibier, Huya est donc le maître des chasseurs. Il chasse ou il fait chasser par les Wayuu le gibier qui abonde dans son domaine. Et en cela, il est d'une certaine façon l'ennemi de Pulowi, puisqu'il détruit ou qu'il incite à détruire les animaux familiers de son épouse. Or, si l'on examine la classification Wayuu des animaux, on s'aperçoit qu'elle s'organise selon une bipartition entre animaux sauvages et animaux domestiques qui n'est pas fondée à proprement parler sur des critères ontologiques. Ce ne sont pas des types d'êtres différents, ni même sur des conditions d'engendrement. Ils n'ont pas été produits dans des conditions différentes, mais sur la nature des êtres qui les contrôlent. Donc la classification, si vous voulez, elle est fondée sur les formes de dépendance que des animaux entretiennent avec les métapersonnes qui les contrôlent. Uchi, c'est la catégorie générique des êtres vivants. Alors on peut traduire ça en animal, mais ce n'est pas véritablement une traduction adéquate. Ce sont les êtres vivants en collectif, indépendants des humains et dépendants de Pulowi. Elle englobe donc les animaux sauvages, les prototypes d'espèces comme le grand cerf blanc, les métapersones émissaires de Pulowi comme le Wanele, tout en fait des êtres qui sont dotés d'une intériorité, qui sont sous le contrôle de Pulowi. Tandis que Merele englobe les non-humains sous le contrôle des humains, à savoir, enfin principalement sous le contrôle des humains, à savoir les animaux domestiques, les animaux apprivoisés et les chiens. Mais on a vu déjà à propos des animaux apprivoisés qu'ils ne sont pas complètement sous le contrôle des humains, puisqu'un animal apprivoisé peut être récupéré d'une certaine façon par Pulowi, qui va l'attirer à elle et faire disparaître sa jeune maîtresse qui cherche à la retrouver comme on cherche à retrouver son chat. Et elle finira dans un des trous de Pulowi. Donc, Merele, c'est les non-humains en partie sous le contrôle des humains, mais dans les deux cas, les êtres vivent dans des collectifs spécifiques selon les principes généraux de l'animisme, par espèce, collectif des tortues, le collectif des pécaris, pour autant qu'il en reste, le collectif des cervidés, etc., ici renforcé par une forte hiérarchie interne. Chaque espèce, soit sauvage, soit domestique, forme en effet un collectif, mais sous l'autorité ou bien d'un esprit maître, très puissant, dans le premier cas, pour les animaux sauvages, ou bien d'un esprit maître secondaire, par exemple, on verra tout à l'heure pour les animaux domestiques, c'est Soleil, et d'un humain ou d'un groupe d'humains. Donc la distinction entre Uchi et Merele n'est pas ontologique, encore une fois, car pour les Wayuu, les animaux domestiques sont aussi autochtones que les animaux sauvages. Tout comme les humains, ils sont la création de ce démiurge dont on a parlé lors de la dernière leçon, Malewa, et une anecdote qui a été rapportée par Michel Perrin, l'un des grands ethnographes des Wayuu, le montre bien. Il s'agit d'une anecdote et pas d'un mythe. Je dirai pourquoi tout à l'heure.
Donc c'est rapporté par Michel Perrin. C'est une anecdote qui lui a été racontée dans la Guajira vénézuélienne. Des moutons venaient paître au bord de la mer, tous les jours, conduits par un berger ou leur propriétaire. Mais un jour, ils durent retourner. Il avait beaucoup plu et il pleuvait encore. Les moutons ne pouvaient pas atteindre la plage, il y avait beaucoup trop d'eau. Et ils prirent un autre chemin. La nuit suivante, ils purent passer. L'eau avait séché, on pouvait longer la plage. Le berger suivait les traces de ses moutons. Mais la nuit était très sombre. Il dut dormir près du rivage. Il ne pouvait plus se diriger, il était impossible de marcher. Alors, il entendit des moutons qui s'affrontaient. Ces bêtes se battaient à coups de cornes contre des moutons qui venaient de la mer. Que sont ces moutons, disait l'homme en lui-même. Jamais je n'en ai vu d'aussi grands. Ces bêtes ne pouvaient rien contre celles-là. Lorsque le jour fut prêt à se lever, les moutons ayant attaqué repartirent vers la mer, et les autres les suivirent, ceux de la maison. Ils pénétrèrent dans l'eau et ils disparurent. On ne les revit jamais plus, les vagues de la mer les engloutirent. Il n'en était resté que quelques-uns, ceux que le berger avait réussi à rattraper. Pour cela, disent les guajiros, c'est le terme qu'on employait à l'époque, les wayuu donc, il y a des moutons dans la mer. Les moutons ne sont pas venus d'ailleurs, comme l'affirment certains, les Blancs. Ni les vaches, ni les chèvres, d'où auraient-ils été amenés? Ils viennent de cette terre, ils sont de ce pays. Ceux qui disent « ils viennent d'ailleurs », ce sont des menteurs. Les cerfs, d'où viennent-ils? Les lapins, d'où ont-ils été envoyés? Tout ce que l'on trouve ici était ici auparavant. Et Michel Perrin précise, ce récit n'est pas un mythe, c'est-à-dire une histoire que content les vieux, qui est la traduction en français de l'expression par laquelle on désigne les mythes en wayuu. C'est une histoire vraie, c'est-à-dire, c'est là aussi la traduction en français de la façon dont on désigne les anecdotes en wayuu, c'est une aventure arrivée un jour à quelqu'un dont on a oublié le nom, précise le narrateur, ou dont on n'a jamais su l'identité. Donc, les animaux domestiques, ils sont de la Guajira, ils sont wayuu aussi. Ils ont la même origine. Ils subissent en outre, les uns et les autres, le contrôle des puissances, des esprits qui les dominent, et notamment de Pulowi. Donc, on l'a vu, Pulowi est entouré de délégués, d'émissaires qui représentent les diverses espèces sauvages et domestiques, et c'est le rôle que jouent dans cette anecdote les moutons marins. Ils sont des envoyés de Pulowi, et en tant que tels, ils ont enlevé une partie des moutons domestiques à leurs bergers pour, au fond, rendre bien clair, signifier aux bergers l'origine première de tous les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, et lui rappeler, peut-être d'une certaine façon, la dette inextinguible que les hommes nourrissent à l'égard des maîtres des animaux, domestiques ou sauvages. De cette façon, l'origine autochtone des moutons est, pour les wayuu, avérée. Si les moutons étaient d'origine étrangère, ils n'auraient pas obéi à l'incitation des animaux, des moutons marins, disons, car le monde des Blancs, le monde des étrangers, n'est pas soumis aux mêmes règles que le monde des wayuu. Les moutons, et par extension tous les autres animaux domestiques, sont bien de la Guajira, puisqu'ils sont sous le pouvoir des maîtres des animaux. Et tout comme les maîtres du gibier, Pulowi au premier chef, sous ces différentes manifestations, se vengent sur les chasseurs excessifs de leur
à délicatesse, de leur hubris. De même, les maîtres non humains des animaux domestiques peuvent se venger sur les humains des mauvais traitements qu'ils font subir au bétail. Même domestiqués, en effet, les animaux n'appartiennent pas complètement aux humains. De même que les métapersonnes qui contrôlent les non-humains imposent la modération aux chasseurs, de même, elles imposent aux éleveurs des devoirs et des obligations strictes envers leurs animaux. Et pour ceux qui ne satisfont pas à ces obligations, eh bien, châtiment et vengeance s'ensuivent. Maladie, pauvreté, frappe le propriétaire négligent ou le propriétaire brutal. Donc, du point de vue des relations aux animaux, lorsque l'on passe toutefois de la chasse à l'élevage, la logique de la dette et de la prédation mutuelle qui est caractéristique du rapport des humains aux animaux sauvages et évidemment aux émissaires ou aux esprits qui les contrôlent, est remplacée dans le rapport avec les animaux domestiques par une identification imparfaite, ambiguë, entre les humains et leur cheptel, puisque le cheptel, on l'a vu, donne corps et substance à l'organisation totémique des clans, sans être pour autant complètement sous le contrôle des humains. En effet, les afflictions, les infortunes qui affectent et qui frappent les humains, notamment la mort, sont le prix à payer pour chasser des animaux et pour cueillir des plantes ravies à leur maître. Pouloui et ses auxiliaires qui veillent, encore une fois, sur ces plantes et sur ces animaux sauvages. En revanche, les animaux domestiques sont en grande partie dominés, contrôlés par les humains, mais pas totalement, puisqu'ils sont, eux aussi, comme on le verra dans un instant, sous le contrôle d'un maître, quoique ce soit un maître beaucoup moins exigeant que Pouloui et ses acolytes. Il existe ainsi une gradation dans les rapports que les Wayuu entretiennent avec les animaux, depuis un pôle qu'on pourrait appeler tout à fait animiste, et qui est caractérisé par la prédation mutuelle dans les rapports avec le gibier et avec Pouloui et ses différents émissaires, jusqu'à un pôle clairement totémiste ou totémique, comme c'est le cas avec les bovins qui forment, on l'a vu, la chair des clans. Et entre les deux existent des paliers intermédiaires, comme en atteste le témoignage d'un Wayuu, rapporté cette fois-ci par Jean-Guy Goulet dans sa thèse de doctorat sur les Wayuu que je vais vous lire. Les cerfs sont pelacés, ils ont du pouvoir, ainsi que les chevreuils. Ce n'est pas comme les chèvres. Le chevreuil est suspendu là où l'on tue les animaux avec la tête vers le haut. C'est dangereux, pelacé, de la diriger vers le sol. Au contraire, on suspend la chèvre tête en bas. Le cerf, on ne le fait pas rôtir, on le cuit à l'eau. C'est un animal sauvage. Et l'homme reviendrait bredouille si on le rôtissait, tandis que la viande de chèvre, on peut la faire rôtir. Si le chasseur mange beaucoup de viande de chevreuil, il ne pourra plus rien faire lors d'une autre chasse. Il ne peut plus, il tremble, il a peur, il a les mains raides et ne peut plus tirer. Tandis que s'il mange peu, il peut tirer. Il boit un peu de jus de chevreuil, 3 cuillerées. S'il en boit beaucoup, c'est dangereux, c'est pelacé. Ça nous fait mal, nous sommes fatigués à cause du jus, nous dormons, nous sommes paresseux, nous n'avons plus envie de chasser. Les femmes, elles, peuvent en boire beaucoup. Elles ne savent pas chasser, les femmes. Elles restent à la maison. Au contraire,
le mouton, la chèvre, c'est bon, on peut en manger beaucoup, les hommes comme les femmes. Voilà, c'est un commentaire sur la différence qu'il y a entre manger un animal sauvage et manger un animal domestique. Donc, si tous les animaux sont plus ou moins dangereux car plus ou moins contaminants, les espèces sauvages sont évidemment toujours beaucoup plus puissantes, plus nocives et surtout plus dépendantes des métapersones avec lesquelles les Wayuu doivent composer. Alors voyons un peu à présent de quels non-humains dépendent aussi les animaux domestiques. Le maître des animaux domestiques, c'est Soleil. C'est un personnage assez secondaire, en tout cas beaucoup plus secondaire que Pulowi, et surtout beaucoup moins exigeant vis-à-vis des humains. C'est un personnage mâle, un séducteur aussi, et pour les Wayuu, un être à moitié céleste, à moitié chthonien, puisqu'il chemine toute la nuit sous la terre pour rejoindre son point d'émergence matinal et reprendre sa course diurne dans le soleil. En cela, au fond, il est analogue à Huya, qui est céleste, qui est toujours mobile, et qui est capable de séduire les jeunes filles les plus rebelles. Mais il rappelle aussi Pulowi par son activité nocturne et souterraine, si bien que les esprits maléfiques, les métapersones dépendantes de Pulowi qu'on appelle les Wanele, qui sont ces émissaires privilégiés de Pulowi, affectent souvent une apparence animale et sont cités comme des frères de Soleil. De la même façon que Soleil, qui est un être un peu ambigu, les Wayuu considèrent les animaux domestiques comme des êtres ambivalents. En tant qu'animaux, ils les associent, parfois spontanément, à Pulowi, que des mythes décrivent d'ailleurs comme une riche propriétaire non seulement de gibier, mais aussi d'animaux domestiques, de bétail. Mais les Wayuu rapprochent aussi couramment le bétail, on l'a vu, de Huya, la pluie, puisque cet être assure la richesse des pâturages dont ils se nourrissent et garantit donc la prospérité des troupeaux. Maître des chasseurs, Huya monte un magnifique cheval et les noms des plus beaux herbages de la péninsule, de la Guajira, dérivent souvent de son nom, Huya. De cette ambivalence, Soleil offre donc une remarquable synthèse. Il est placé à mi-distance entre Huya et Pulowi. Il est le maître du bétail, signifiant que, ainsi, au fond, la position médiane et ambiguë des animaux domestiques dans l'ontologie Wayuu. Au fond, quelles sont les positions que le bétail peut occuper chez les Wayuu? Il y en a 4 principales. Dans le système des associations entre les êtres, si vous voulez. L'une de ces associations, de ces positions, est neutre, c'est l'association à Soleil. 2 autres associations tirent le bétail vers un régime animiste. Ce sont les associations à Huya et à Pulowi. Et une association, enfin, tire le bétail vers un régime totémique. Alors, on va les regarder plus en détail maintenant. L'association du bétail, des animaux domestiques, à Huya. Associer le bétail à Huya, c'est signifier la relation étroite entre la pluie, la qualité des pâturages et le bon état du bétail. Plus les pâturages sont riches, plus le bétail est beau, et la richesse des pâturages est le fait de Huya. C'est donc un personnage en métapersonne ambiguë, puisque c'est à la fois la personne qui veille sur les chasseurs et en même temps celle qui veille sur les pâturages. Deuxième forme d'association, c'est l'association entre le bétail et Pulowi. Associer le bétail à Pulowi, c'est signifier, au fond, sa nature animale, c'est son caractère incontrôlable. C'est dire aussi que
les humains qui veulent dominer le bétail ne peuvent le faire sans restriction. On fait référence ici, évidemment, à l'origine, à la forme initiale, à la nature profonde du bétail, car Pouloui est la maîtresse de tous les animaux sont sa richesse, et, comme je le disais tout à l'heure, elle est décrite comme vivant dans son monde souterrain, entourée de bétail. Donc associer Pouloui aux animaux domestiques, c'est aussi peut-être finalement se donner l'illusion de la continuité en exprimant le fait que les humains gardent envers les animaux domestiques une sorte de dette semblable à celle qu'ils ont envers la maîtresse du gibier. Mais c'est une dette qui est personnalisée, individualisée. Chaque propriétaire de bétail doit, au fond, en est, la victime. Elle est fonction aussi de la qualité des rapports que les hommes entretiennent avec leurs troupeaux. Troisième forme d'association, c'est l'association entre le bétail et soleil. Associer le bétail à soleil, c'est signifier tout simplement l'opposition de vie et de mœurs entre animal sauvage et animal domestique. C'est résoudre un problème auquel les associations précédentes n'apportaient pas de solution satisfaisante. Mais c'est une solution purement intellectuelle, disons. Et la dernière forme d'association, c'est celle qui est la plus importante et la plus intéressante probablement, c'est l'association entre le bétail et puis cette espèce de nébuleuse totémique qu'on a vu poindre lors de la dernière leçon. Car voir les animaux domestiques comme une expression des clans, c'est les prendre en effet dans leur dimension totémique et sous un double aspect, un aspect substantiel d'abord, puisque, je rappellerai encore une fois que la chair du troupeau de bovins est conçue comme étant de même nature que celle du clan qui possède ce troupeau. Le terme pour clan, je le rappelle, Eiruku, signifie lui-même chair, mais aussi sous un aspect non plus aussi directement substantif, mais plutôt analogique, puisque, à l'instar du fétichisme du bétail en Afrique de l'Est, il existe chez les Wayuu un riche réseau de correspondance entre les diverses sortes d'animaux domestiques et les humains, qui est un réseau qui est détaillé dans toutes ses particularités dans l'oniromancie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'oniromancie, mais les signes qui sont interprétés au réveil portent pour l'essentiel sur des actions, sur des visions ou sur des actions menées par des animaux domestiques. Il y a donc une correspondance étroite entre des images d'animaux domestiques ou d'actions d'animaux domestiques et puis ce que l'on peut en inférer à travers une clé des songes de l'oniromancie Wayuu, avec des correspondances entre les âges des humains et du bétail, selon les sexes, selon les statuts, etc. On ajoutera que les bovins sont marqués au fer avec des emblèmes claniques. Et ces emblèmes claniques figurent l'animal totémique du clan, chaque matrilignage possédant ses propres marques qui sont des variations à partir de la marque du clan. Vous en avez ici quelques exemples que j'extrais du livre de Picon sur l'élevage chez les Wayuu. Donc le bétail, il est d'une certaine façon doublement incorporé, comme chair du groupe totémique et comme indice de l'animal qui le représente. Un dernier aspect du rapport des Wayuu aux animaux permettra de préciser la nature des collectifs au sein desquels ces animaux se déploient et les relations que ces collectifs entretiennent avec les collectifs humains.
Michel Perrin, toujours lui, a mis en lumière l'existence chez les Wayuu d'une catégorie étiologique qu'il appelle la contamination par les animaux. C'est une étiologie qui fait partie d'un ensemble plus général de maladies contaminantes désignées par le terme générique Apulainewa. Et les mots MAUX attribués à des contaminations animales ont pour point commun de concerner la naissance et l'enfance, l'enfantement et les petits-enfants. Ce sont des maladies infantiles, des accouchements difficiles, des malformations congénitales. Et ces maladies, ces maux, ces afflictions se transmettent par contact, soit directement avec l'animal, soit plus communément avec une chose que l'animal a touchée, et leur effet est rémanent, c'est-à-dire que des mois, voire des années, ou même des générations après l'événement, l'empreinte laissée par l'animal reste effective et peut se révéler à tout instant. Alors, tous les animaux, semble-t-il, ne sont pas contaminants. Les plus fréquemment mentionnés sont les animaux qui sont les plus facilement observables, c'est-à-dire tant ceux qui sont sauvages que domestiques. Mais les listes d'animaux pathogènes varient. Elles varient selon les localités, et de telle façon que si l'on fait l'inventaire général, à peu près toute la faune de la Guajira, selon les localités, est potentiellement contaminante. Ce qui est constant, en tout cas, ce n'est pas la liste des animaux contaminants localité par localité, c'est que l'effet pathogène relève toujours d'une caractéristique physique ou comportementale de l'animal incriminé. Par exemple, la perruche verte va-t-elle donner la diarrhée verte au nourrisson? L'iguane est la cause de la desquamation. Le faucon caracara est aussi à l'origine des diarrhées du nourrisson. Le boa est la cause d'une mauvaise position du fœtus dans la matrice, etc., etc. Et la thérapie, qui, comme le diagnostic est indiqué par les chamans, consiste à faire absorber par le malade une partie d'un membre de l'espèce de l'animal contaminant ou à le mettre en contact avec lui. Alors, dans son analyse des animaux contaminants, Michel Perrin reconnaît qu'aucun Wayuu n'a pu lui apporter une réponse à la question de savoir pourquoi l'on soigne ces maladies au moyen d'extraits d'animaux de l'espèce de ceux qui en sont réputés la cause. L'hypothèse que fait Perrin, c'est qu'il s'agit d'inverser le pouvoir pathogène de l'animal contaminant par la neutralisation systématique de chaque élément de la chaîne causale à l'aide de son contraire. C'est une opération qu'il présente en termes d'inversion structurale classique, disons. L'action fortuite exercée par un animal vivant, actif et doué de pouvoirs contaminants doit être annulée par l'administration non plus fortuite mais délibérée d'un extrait d'un animal semblable. Il me semble plus plausible de voir dans ce système thérapeutique, au fond, l'une des constantes du traitement animiste des animaux par les Amérindiens des basses-terres de l'Amérique du Sud tropicale. Dans tous ces collectifs animistes donc, les prohibitions et les prescriptions alimentaires ont moins pour but de prévenir ou de favoriser le mélange de substances réputées hétérogènes, à la manière de la médecine chinoise ou de la médecine galénique, par exemple, que d'empêcher ou de rendre possible le transfert
depuis l'espèce prohibée ou recommandée, de traits anatomiques particuliers ou de certains types de comportements dérivés de ces traits. C'est vraiment quelque chose qui se vérifie à peu près partout dans les basses terres. Or, ce sont précisément ces caractéristiques physiques qui définissent les critères de recrutement des collectifs animistes, puisque ce que j'appelle les tribus-espèces, ce sont des ensembles monospécifiques d'êtres qui se caractérisent précisément par certaines propriétés physiques. Donc, en régime animiste, la plupart des non-humains ont évidemment chose connue maintenant, une intériorité analogue à celle des humains, et ils se distinguent donc entre eux et des humains, non par leur âme, mais par leur corps, c'est-à-dire par des dispositions qu'ils mobilisent pour actualiser le segment du monde que leur configuration physique les prédispose à habiter. On se souviendra aussi que partout dans l'archipel animiste, les personnes animales contaminent les humains si les humains ne prennent pas les précautions adéquates, car partout, ces personnes animales se vengent d'être transformées en nourriture par les humains. Et parmi les multiples manières de les décontaminer figure la stratégie des Wayuu, à savoir adopter les dispositions physiques de l'espèce contaminante par ingestion ou par contact, afin de se faire reconnaître comme un congénère, c'est-à-dire comme identique physiquement, et ainsi neutraliser les effets de l'intromission accidentelle d'un corps humain dans l'altérité des corps d'une autre tribu-espèce. Donc on le voit, le régime animiste de la relation aux animaux ne se borne pas chez les Wayuu au rapport ambigu avec les esprits maîtres du gibier et d'une part et à la totémisation du bétail d'autre part, dans la mesure où animaux sauvages et animaux domestiques s'assemblent dans des tribus-espèces avec lesquelles les humains doivent compter. Ce sont des collectifs indépendants, même dans le cas des animaux d'élevage, dont, au fond, la permanence dans la domestication n'est jamais assurée. Essayons maintenant, en guise de conclusion, de synthétiser l'articulation entre animisme et totémisme chez les Wayuu, deux régimes donc qui, comme on vient de le voir, se superposent assez nettement aux deux formes de relations entre humains et non-humains correspondant à la chasse et à l'élevage. Que la chasse soit pensée selon une logique animiste n'a rien pour surprendre. C'est le cas pour tous les collectifs amérindiens des basses terres tropicales dans lesquels le gibier est doté de qualités de comportement analogues à ceux que l'on rencontre dans le monde social des humains. Chez les Wayuu, comme dans d'autres régions de l'archipel animiste où la prédation domine, la chasse, c'est un commerce périlleux avec un monde d'êtres, d'esprits qui se payent sur les humains des pertes que ceux-ci infligent dans leur rang. Et la maîtresse des animaux, Pulowi, elle est là pour protéger ses ouailles des prélèvements que les humains veulent effectuer, remplissant en cela la fonction partout attribuée au maître des animaux. Donc même si la chasse a pratiquement disparu dans les faits, l'existence de Pulowi, elle ne fait pas de doute pour les Wayuu qui manifestent une certaine anxiété à l'idée de disparaître dans ces fameux sites Pulowi, et toutes les disparitions, c'est des choses qui arrivent, on disparaît aussi bien à Paris que dans la Guajira, toutes les disparitions sont attribuées à Pulowi. Et à son désir, au fond toujours vivace, de se venger sur les humains de ce qu'ils ont pu faire subir aux animaux dont elle a la garde. Et c'est cette réalité attribuée à la maîtresse du gibier, à ses émissaires, à ses avatars, à ses intentions malveillantes, qui permet de parler ici d'animisme. Par contre,
il peut paraître paradoxal de voir l'élevage comme organisé par un régime totémique, sauf si l'on considère que ce régime ne se définit pas, à proprement parler, par le statut ontologique du bétail, mais par son inclusion dans un enjeu, comme un enjeu, disons, dans des rapports sociaux caractérisés par un système segmentaire de clans totémiques. Certes, tout comme le gibier, le bétail possède certaines caractéristiques animistes, on l'a vu, mais celles-ci sont très atténuées par rapport à celles du gibier. D'abord parce que les relations avec les animaux domestiques sont moins dangereuses que celles avec les animaux sauvages. Contrairement aux chasseurs excessifs, l'éleveur qui maltraite son bétail ne risque pas d'être soustrait au monde des humains. Il peut tomber malade, mais il ne sera pas soustrait au monde des humains. La menace de contamination que laissent planer les animaux domestiques existe bel et bien, mais son incidence est certainement moins grave que celle dont les animaux sauvages sont responsables. En second lieu, le maître des animaux domestiques, Soleil, possède un statut assez différent de celui de la maîtresse du gibier Pouloui. Son importance dans le monde des métapersones voyous est très secondaire et il a été élevé à ce rang principalement pour résoudre des problèmes d'articulation conceptuelle à l'intérieur de cette population de métapersones, à savoir principalement incarner un principe réunissant certains des aspects contradictoires de Huya, le maître des chasseurs, et de Pouloui, la maîtresse des animaux sauvages. Surtout, ce personnage est un être mythologique, c'est une sorte de principe un peu transcendant, sans incidence directe sur la vie des hommes. Et contrairement à Pouloui, dont la présence immanente se fait quotidiennement sentir, pour tous les Wayuu, qu'ils soient chasseurs ou non, Soleil, c'est un peu une hypostase abstraite. En revanche, l'élevage, ou plus exactement l'usage des animaux domestiques dans la vie sociale, répond plus proprement à une logique totémique. On a vu qu'il y avait plusieurs raisons à cela. En premier lieu, on le dit à nouveau, l'identification entre les matrilignages et leurs troupeaux exprimés en termes de consubstantialité. Ensuite, le marquage au fer du bétail avec des emblèmes figurant l'animal totémique du clan, qui est une manière d'incorporer les animaux domestiques, non pas comme des éléments non humains du clan totémique, à l'instar de ce qui se passe en Australie, mais comme des indices vivants de son existence concrète et de sa permanence dans le temps. L'incorporation des animaux domestiques dans la logique totémique des clans est enfin très visible dans le rôle qu'ils jouent comme substitut des humains. Substitut des humains aussi bien dans l'alliance matrimoniale, on l'a vu, que dans la compensation des homicides. Mais ce rôle, il est peut-être encore plus manifeste dans une troisième fonction de substitution que je n'ai pas encore abordée, que je vais résumer en quelques mots, puisque je vois que l'heure avance, c'est la dispersion du troupeau des défunts. Tous les animaux domestiques d'un mort sont distribués par ses proches parents masculins au cours des 2 phases de son enterrement. Et les visiteurs de marque vont recevoir des bovins, les assistants plus humbles, des moutons, des chèvres, et il est très fréquent que le troupeau ne suffise pas et que certains membres de la famille doivent puiser dans leur cheptel personnel. L'équivalence entre le clan et son bétail est ici transparente. Quand le groupe perd l'un de ses membres, il faut que disparaisse avec lui ce qui a été son moyen de vie, son statut social, ce par quoi il existait et contribuait à l'existence de ce groupe. On peut donc avancer une hypothèse. Si les animaux totémiques ont maintenant perdu de l'importance comme signe d'identification des clans, c'est parce que le bétail remplit à présent cet office. Et on se souviendra en effet qu'il règne une certaine confusion
quant à l'identité des animaux totémiques associés à chaque clan, le faucon, le jaguar, etc., comme on le voit sur le tableau ici. Les listes proposées par les observateurs depuis plus d'un siècle sont contradictoires entre elles. Et cette confusion dans les attributions d'animaux totémiques pourrait tout simplement signifier que la fonction d'identité habituellement attribuée à l'animal éponyme a été transférée sur les animaux domestiques. Ils sont marqués au fer du signe d'un animal totémique, de sorte qu'au fond, le bétail porte en lui et sur lui l'identité du clan et du matrilignage, et bien qu'il ne figure pas dans les récits étiologiques des clans totémiques, le bétail a été en quelque sorte totémisé afin de symboliser la segmentarité wayuu dont il assure le fonctionnement harmonieux. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai largement dépassé l'heure. Je vais poursuivre lors de la prochaine leçon cette enquête sur les formes d'articulation entre régime animiste et régime totémique en me déplaçant alors tout à fait vers le nord, vers une population de la Colombie-Britannique, de ce qu'on appelle les peuples de la côte nord-ouest du Canada.